Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être à nouveau ici pour cette nouvelle session de cours pendant presque 3 mois, d'être avec vous chaque semaine pour évoquer un sujet qui est dans la continuité de celui que nous évoquions l'année dernière. L'année dernière, le cours s'intitulait « À qui appartient la beauté ? Art et culture du monde dans nos musées » et nous avions suivi le destin d'une dizaine d'objets et leur biographie, leur chemin jusqu'à nous, jusqu'à nos musées européens. Cette fois, le cours s'intitule « Histoire transnationale des musées en Europe », c'est-à-dire qu'il ne se concentre plus sur des objets particuliers, mais plutôt sur des institutions et sur leur manière d'accueillir, de s'approprier, d'intégrer ces objets et de les mettre à la disposition du public, c'est-à-dire à notre disposition depuis environ 200 ans. On commence. Paris, 1964. Arthur déclara qu'il fallait attendre la nuit pour faire le coup, et respecter ainsi la tradition des mauvais policiers de série B. Que faire alors pour tuer le temps qui s'éternise, demanda Odile. Franz avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux. En 9 minutes 43 secondes, Arthur, Odile et Franz avaient battu le record établi par Jimmy Johnson de San Francisco. Arthur, Odile et Franz ont battu le record établi par un Américain, la traversée du Louvre la plus rapide possible, de l'histoire des musées probablement, dans, vous l'aurez reconnu, le film Bande à part de Jean-Luc Godard, qui consacre un court moment, moins de 9 minutes, au Louvre. Alors la question qui se pose tout de suite, qui a dû se poser dans vos esprits à l'instant, c'est quel rapport entre cette scène et une histoire transnationale des musées ? Si on regarde ce film au ralenti, on voit que Samy Frey, Anna Karina et Claude Brasseur courent d'abord dans la grande galerie et qu'ils passent à toute vitesse, alors l'œil le voit à peine, devant un copiste que vous voyez ici sur la gauche, un copiste en train de copier, comme c'était encore le cas très fréquemment dans les années 60, une œuvre italienne dont je vous laisse le soin de reconnaître l'auteur. Ils descendent le grand escalier et passent devant la Victoire de Samothrace, qui n'est pas une œuvre française non plus, qui a une vie antérieure et qui est arrivée au Louvre au moment de la constitution du musée. On reviendra sur ces histoires d'histoire des collections. Et puis, ils finissent dans une salle où sont rassemblées notamment des copies d'antiques dont les originaux se trouvent à Rome, dans les musées du Vatican. Et vous voyez ici l'Apollon du Belvédère. Que les musées soient des lieux transnationaux qui accueillent l'art du monde, c'est à la fois une évidence et quelque chose qu'il faut se rappeler, puisqu'on a l'habitude, peut-être trop, de voir dans ces lieux des lieux qui nous appartiennent, qui sont dans nos villes depuis longtemps et dont on ignore parfois la date d'origine, l'histoire, et dont l'internationalité se mesure peut-être au plus ou le plus sensiblement aux visiteurs internationaux. J'ai pris une photographie d'un groupe, du public, en train de regarder, ou de photographier en tout cas, la Joconde de Léonard de Vinci. Cette introduction me sert simplement, et aujourd'hui en général tout ce cours, à poser quelques jalons pour les séances suivantes, et vous verrez, ce n'est pas assez précis, ce n'est pas assez au cœur des questions, mais il s'agit simplement pour moi, avec vous, de dresser le paysage. Ce paysage, je vais l'organiser aujourd'hui en 4 volets, ou 3 d'abord, qui s'intitulent « Une histoire transnationale ». Je vais poser la question « À quoi ça sert de faire une histoire transnationale des musées, de nos musées nationaux ?» en quelque sorte. La seconde s'intitule « La part des autres ». Et la troisième, qui me tient particulièrement à cœur et qui est liée à la question de cette transnationalité des musées, s'intitule « L'étang du musée ». Et comme toujours, je commence par un court moment
méthodologique, et je reprends pour cela le titre d'un ouvrage très important sur les musées qui s'appelle « Les intraduisibles du patrimoine ». Les intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne. Alors pourquoi cela? Un ouvrage important qui a été co-dirigé par Barbara Cassin et Daniel Vosny. Il est important parce que dans cet ouvrage, ces deux auteurs, qui sont spécialistes à la fois du patrimoine et de la langue et de la traduction, se sont posé la question de savoir si ce terme de musée, dont on sait qu'il vient des 9 muses, qu'il a une origine antique, grecque, qu'il est d'abord lié à un lieu, au lieu où se trouvent ces muses, si ce terme existe dans d'autres langues, si on peut le traduire. Et le résultat de leur enquête, c'est que leur enquête qui s'est portée sur des langues africaines, de l'Afrique subsaharienne, c'est que ce terme est un terme européen qu'on utilise dans sa traduction anglaise ou française dans différents pays du monde, mais qui n'a pas toujours, ou qui peut-être a assez rarement, un correspondant, un équivalent dans d'autres langues. Et je voulais commencer par ça pour rappeler combien le musée est un produit, est une évidence, est un lieu, est une machine européenne. Une machine européenne que nous avons, nous les Européens, en quelque sorte, inventée, en tout cas et liée à ce terme de musée, puis exportée. Ce musée, il en existe de nombreuses définitions, les définitions officielles des organismes comme l'ICOM, les définitions étymologiques qui remontent aux muses, mais j'ai préféré, plutôt que de vous donner ces définitions qui sont faciles à trouver et qui sont souvent citées, en venir à plutôt une description qu'une définition formulée par Paul Valéry, qui, vous le savez, dans les années 20, avait un gros problème avec les musées. En 1923, il a écrit un texte important et bien connu qui s'intitule « Le problème des musées », après avoir fait une visite au Louvre qu'il avait complètement accablé. Il en a trop vu, c'était trop pour lui. Il est sorti de cette visite et a écrit ce texte absolument d'actualité. Il me semble, quand on lit ce texte il y a presque 100 ans, qu'on reconnaît certaines émotions ou certains réflexes de trop ou de difficulté à gérer toute cette masse d'œuvres qu'on peut ressentir aujourd'hui peut-être encore. Pour Paul Valéry, qui à l'époque était déjà le grand Paul Valéry, l'auteur reconnu qu'il est aujourd'hui encore, pour Paul Valéry, le musée nous rappelle la barbarie de notre civilisation. Nous autres occidentaux modernes sommes les seuls à en avoir eu l'idée. Jadis, les œuvres d'art avaient leur place dans les maisons, les palais, les églises, les temples, mais sorties du lieu pour lequel elles furent conçues, elles ont perdu leur sens. Le musée a pour première fonction de ralentir la décomposition des œuvres, on les y conserve, ce qui signifie à la fois qu'on les met en boîte et qu'on les entretient. Alors c'est une définition évidemment très partiale de quelqu'un qui n'est pas content de son Louvre, du Louvre dont il a fait l'expérience quelque temps auparavant. Une définition qui m'intéresse là, en entrée de cours et en lien avec cette question de l'intraduisibilité, intraductibilité du terme de musée, qui m'intéresse parce qu'il insiste sur le fait que le musée est une invention occidentale, une invention des Occidentaux modernes. Et en effet, quand on regarde, quand on tente de placer sur une carte du monde les premiers musées publics et l'évolution de cette idée de musée et de la création de musées dans le monde, on constate que les choses commencent, pour les musées publics, avant la Révolution française, hors de France, principalement en Italie et en Allemagne, où dès le milieu du XVIIIe siècle, on a de grands musées ouverts au public, qui ne sont pas des musées, qui sont des musées en possession des princes, mais que les princes ouvrent au public. On y reviendra dans le cours des séances. Donc des musées de propriété royale ou princière, mais ouverts au public. On en trouve donc un assez grand nombre en Italie et aussi dans l'espace germanophone, de Vienne à Schwerin par exemple. Puis intervient en 1793 le grand événement de l'histoire des musées, la création du Musée central des arts à l'issue de la Révolution française, qui marque non pas la création du musée public en Europe, mais l'invention du musée comme lieu national, comme un lieu d'affirmation nationale, comme un lieu qui va porter un pathos national très fort. Les musées publics existaient déjà, mais ils n'avaient jamais servi
à affirmer une puissance nationale. Et ici, les œuvres d'art appartiennent désormais à la nation, elles n'appartiennent plus au prince. Vous savez que le Musée central des arts résulte de l'intégration à la République des collections des rois de France et des collections confisquées au clergé, un tri, après tri au clergé et à la noblesse. Donc cet événement est un événement majeur parce qu'il change le paradigme du musée. Alors qu'on avait des collections princières ouvertes au public, on entre dans l'idée d'affirmation nationale, et à l'issue de l'expérience du Musée central des arts, du premier Louvre, c'est-à-dire en 1815, quand les œuvres doivent être restituées à l'Europe, et nous consacrerons une séance entière à cet événement, sont créées partout en Europe, alors à la fois dans l'espace germanophone, mais aussi en Italie, puis en Espagne et au Portugal, et dans l'Europe centrale, des musées qui, à leur tour, vont être des musées nationaux, donc plus grands, qui parlent plus, qui racontent plus quelque chose sur la nation, qui sont plus identitaires, si l'on veut, qui vont se développer donc, dans toute l'Europe, avec de manière significative deux premières créations hors d'Europe à la fin des années 10, au début des années 20, notamment le musée ici de Calcutta, fondé en 1814 par un botaniste danois et puis ensuite placé dans la Société asiatique, et puis ici le premier musée aux États-Unis. Et puis l'évolution de cette idée de musée, donc, qui est une idée européenne, et l'export, pourrait-on dire, de cette idée continue dans les années 30 avec l'ouverture de plusieurs musées au Mexique, au Pérou, à Lima, au Brésil et en Argentine dans les années 30, puis ici, dès 1825, la première ouverture d'un musée sur le continent africain au Cap, et ça continue, je vous passe les détails, ça continue, et on le sait, dans les années de la période coloniale, les musées se multiplient, notamment en Inde, et puis commencent à émerger en Asie. Et finalement, entre 1880 et à peu près la Première Guerre mondiale, ou les années 20-30, ils grossissent. C'est pas très joli. En tout cas, ceux qui existaient déjà augmentent, les collections de ceux qui existaient déjà augmentent, et d'autres créations ont lieu, si bien que toujours Paul Valéry peut affirmer dans ce texte où il éprouve de la fatigue ou de la lassitude face au musée, il peut déclaré, donc en 1923, à l'issue de ce grand moment, ce grand boom des musées, notre héritage est écrasant. L'homme moderne, comme il est exténué par l'énormité de ses moyens techniques, est appauvri par l'excès même de ses richesses. Le mécanisme des dons et des legs, la continuité de la production et des achats d'œuvres d'art, et cette autre cause d'accroissement qui tient aux variations de la mode et du goût, à leur retour vers des ouvrages que l'on avait dédaignés, concourt sans relâche à l'accumulation d'un capital excessif et donc inutilisable. Ici, Paul Valéry rappelle que les musées ont grandi depuis à peu près leur création, mais qu'il y a eu une accélération grâce à certains moyens techniques. Il évoque les dons, les legs, la continuité de la production artistique et des achats d'œuvres d'art. Il oublie les expéditions scientifiques, les expéditions punitives, coloniales, ou tous les moyens qui, au moment de la colonisation, ont permis aussi d'augmenter les musées, peut-être moins le Louvre que d'autres musées européens comme le British Museum ou les musées de Berlin à cette époque-là. En tout cas, il nomme quelques-uns des biais par lesquels les musées ont grandi, et il considère, lui, c'est son point de vue d'homme de 1923, que c'est c'est trop. Mais évidemment, ce n'était pas encore du tout assez, puisque, comme chacun le sait, aujourd'hui, en 2017, non seulement le boom des musées a continué dans le monde entier, mais il y a depuis quelques années, depuis une décennie ou 15 ans, aussi une grande évolution des musées privés, notamment en Asie, si bien qu'aujourd'hui, on peut dire que pratiquement toute la surface du globe est couverte soit de musées déjà existants, soit pour ce qui concerne l'Afrique, de musées existants ou en cours de création imminente en ce moment. Donc nous sommes dans un monde qui vit des musées, qui les aime manifestement, et cette idée de musée est un export, on pourrait dire, en allemand on dit Exportschlager, ça veut dire un des trucs qui marche le mieux de l'Europe, qui s'est le mieux exporté, en quelque sorte.
Ça, c'était le point zéro, donc pour nous rappeler que nous sommes face à un phénomène européen, une idée, une construction, un mot, un concept européen, d'une part, et d'autre part, qui n'a pas toujours eu l'assentiment des intellectuels, des élites. C'est une institution qui souvent est en crise et qui, à chaque crise, essaye de se réinventer. Alors, j'en arrive au premier vrai point, une histoire transnationale. Ce que je veux dire par là, je l'ai déjà annoncé tout à l'heure, c'est que je voudrais répondre à la question « Pourquoi a-t-on besoin, à quoi ça sert de faire une histoire transnationale des musées alors que, nous le savons, chaque musée chaque ville ou chaque nation, je l'évoquais tout à l'heure, a des musées et que peut-être il suffirait de faire leurs histoires nationales pour comprendre comment fonctionnent ces institutions, c'est-à-dire de raconter comment ils ont été créés par, dans le cas français, l'Assemblée nationale, comment ils ont été voulus, etc. Alors j'essaye de répondre à cette question. Comme vous le savez, l'histoire des musées est devenue depuis une vingtaine d'années une discipline à part entière à l'intérieur de l'histoire de l'art notamment. Les publications sur ces sujets se multiplient de manière exponentielle. Et quand on regarde ces publications, qui sont arrivées ces derniers temps à l'idée aussi de la nouvelle muséologie, c'est-à-dire une nouvelle manière d'étudier et de mettre en place et de mettre en scène les musées, quand on regarde ces ouvrages très nombreux, on constate que depuis ces 15 dernières années, depuis que cette discipline, l'histoire des musées ou la muséologie, ou les museum studies, comme on les appelle dans le monde anglo-saxon, depuis que ça existe, les questions qu'on s'est souvent posées, ou le plus souvent posées, c'est de quelle manière le musée est-il, comme ici, dans cet ouvrage sur l'Empire austro-hongrois, de quelle manière ou dans quelle mesure le musée est-il un miroir de la nation, Museum Spiegel der Nation. Et des travaux comme ça, comme vous le voyez ici, on en trouve un très grand nombre, notamment les travaux de Dominique Poulot qui ont été absolument pionniers et qui ont nourri toute une génération de chercheurs qui ont commencé à travailler sur ces questions. Donc la question du lien entre musée, nation et patrimoine non seulement a été traitée donc en France par de très grands chercheurs comme Dominique Poulot, mais elle a été traitée ensuite par d'autres générations pour de nombreux pays. Alors on peut regarder, vous voyez, je vous en ai cherché quelques-uns, l'histoire des musées en Espagne, l'histoire des musées en Allemagne, l'histoire des musées en Irlande, l'histoire des musées de France, les musées américains, les musées en Angleterre. Et on a vu se multiplier donc des travaux sur cette question, pourquoi, comment le musée est-il un lieu national? Et pourquoi c'est important de traiter cette question comme ça. Puis est arrivé dans cette historiographie un moment où la question s'est posée de voir les musées dans un contexte européen. Et là encore, Dominique Poulot a été premier. Il a publié notamment cet ouvrage-ci, Musées en Europe, qui, lui, met plusieurs musées dans une perspective de comparaison, mais vous voyez, ils ne sont toujours pas mêlés. C'est donc une démarche comparatiste. Il évoque avec sa collègue les Pays-Bas, puis le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne, et à chaque fois, on reparle des musées nationaux. Et l'idée de l'histoire transnationale des musées, c'est d'essayer de voir comment cette institution européenne, qu'est-ce qui fait qu'elle est européenne? Qu'est-ce qui fait que quand on va dans un musée, qu'on soit à Stockholm, à Berlin, à Paris ou à Madrid, on a l'impression, j'exagère peut-être un peu, je ne sais pas comment est votre propre ressenti, mais on a l'impression d'être chez soi. C'est une institution qui a quelque chose de très lié à notre histoire d'Européens. Et la question donc c'est pourquoi ces musées ou comment peut-on écrire une histoire croisée, une histoire transversale de ces institutions qui, il suffit de les regarder, vous voyez ici à gauche des photographies historiques du 19e siècle de la National Gallery sur l'île des musées à Berlin, du British Museum, ici du musée d'archéologie d'Istanbul, ici du musée national d'Athènes, ici du Prado, ici du musée d'Édimbourg. Il suffit de les regarder, c'est un peu facile, mais il suffit de les regarder pour voir qu'ils se ressemblent tous beaucoup. Alors ils s'appellent musée national, ils veulent affirmer quelque chose de national, mais en tout cas par leur architecture, en tout cas ceci, puis on pourrait multiplier les exemples. Le Louvre est une exception puisqu'il n'a pas été construit pour être un musée, c'est un château recyclé, un palais royal recyclé. Mais en tout cas, l'aspect de ces musées suggère qu'ils ont quelque chose en commun, de très fort. Et faisant ce constat, depuis les années 2000, depuis 3 ou 4 ans, un effort a été fait pour essayer de penser ces musées ensemble, pour voir ce qui les lie,
ce qui les rend cousins ou frères et sœurs, ces institutions. Une tentative a été faite pour décrire cela sous le titre « The Museum is Open », que j'avais co-dirigé avec une collègue à Berlin il y a quelques années. Et puis, très récemment, fin 2015, est paru un numéro spécialement consacré par la Revue germanique internationale à la part étrangère des musées, donc dirigé par Michela Passini et mon autre collègue dont le nom m'échappe alors qu'il ne devrait pas du tout... Pascal Rabot, Feuerhahn, dirigé par ces deux jeunes collègues qui elles-mêmes ont des biographies transnationales et qui sont vraiment posé la question de pourquoi le musée est un lieu qui n'est pas national précisément, mais qui est un lieu hybride ou un lieu métis, pourrait-on dire. Et c'est en partant de ces questionnements historiographiques, donc de ce qu'en font les jeunes chercheurs en histoire des musées, que je voudrais dérouler mon cours avec vous pour voir comment on peut faire parler ces musées autrement que de manière nationale et affirmative. J'en arrive au second point, la part des autres. La part des autres, c'est un volet dans lequel je vais poser avec vous 5 questions que j'espère pouvoir ensuite, dans chacune des séances, reposer à chaque fois qu'on abordera un sujet différent dans le temps. On va poser les mêmes questions dans différentes strates chronologiques. Je vais vous expliquer, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais c'est l'idée de l'architecture de tout ce cours. Et puis, comme le premier cours est consacré à une introduction, j'essaie d'expliquer ce qu'on va faire par la suite. D'abord, une évidence totale, on l'a vu tout à l'heure dans le petit extrait du film de Jean-Luc Godard, les objets présents dans nos musées, dans les musées, les grands musées des capitales européennes, sont des objets venus de partout, pourrait-on dire. Ils sont, alors certains parlent de diaspora d'objets, j'emprunte ce terme que j'aime bien à Yves Bonnefoy, qui évoque, lui, la diaspora de la peinture italienne qu'il aime retrouver, on y reviendra tout à l'heure, dans les musées du monde entier, et en particulier aux États-Unis, dans son cas. Donc on se trouve face à une institution qui accueille, évidemment, des objets qui ne sont pas, évidemment, ou pas toujours, des objets nationaux, en particulier lorsqu'il s'agit des musées dits universels. Puis, d'autre part, et on l'a vu un peu avec ces images architecturales de tout à l'heure, ces musées européens, depuis qu'ils existent, depuis qu'ils sont publics, c'est-à-dire depuis à peu près la moitié, ils existent depuis la Renaissance, mais ils sont publics, ouverts au public européen depuis la moitié du XVIIIe siècle, ces musées se ressemblent. Et ils se ressemblent à l'intérieur, à l'extérieur, par leur conception, parce que des idées et des modèles muséologiques migrent, c'est-à-dire passent d'un pays à l'autre et s'échangent, parce que, je vais vous donner des exemples, hein. Là j'ai 5 bulles ennuyeuses et après on repart dans les images. Et donc c'est intéressant d'étudier comment ces idées, ces concepts, ces propositions muséologiques de mise en scène d'objets peuvent voyager à l'intérieur de l'Europe, comment elles peuvent féconder d'autres pays, en venant d'un pays en féconder un autre, par exemple. Les modes d'acquisition aussi font que nos musées non seulement accueillent des œuvres du monde entier, mais bien souvent, ils accueillent les mêmes œuvres qu'ils se sont partagées. Si on pense au patrimoine de l'Égypte ancienne, parfois, on trouve, à partir de la même fouille, des objets dans un musée américain, dans un musée allemand, à Turin, à Paris. Là encore, on a donc des modes d'acquisition, par exemple les partages de fouilles, j'y reviendrai tout à l'heure, qui font que ces objets sont parfois presque les mêmes, ou en tout cas ont la même origine géographique et sont répartis dans nos musées européens, ce qui crée un lien évident entre eux, par leur collection. Les musées traversent des crises qui sont souvent des crises communes, des crises économiques, mais aussi et surtout, pour ce qui concerne l'histoire de la fin du XIXe et du XXe siècle, des guerres, des moments d'affrontement entre nations où les musées jouent, qui sont des institutions évidemment politiques. On a parlé d'affirmation nationale tout à l'heure. Évidemment, une institution qui s'affirme nationalement est particulièrement en vue lorsque la nation est en danger, en quelque sorte. Et les musées sont aussi très vite en danger, ou alors ils sont fonctionnalisés à des fins politiques. Donc là aussi, ces crises qui ont affecté l'Europe politiquement ont aussi affecté les musées tous ensemble. On peut parler d'une stratégie des musées pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Ce sont quelques exemples. Et puis, ce qui est peut-être le plus intéressant, et on verra dans chaque séance qu'on retombe pratiquement toujours sur ce constat, qu'on a des discours sur les musées qui sont des discours, je le disais, d'affirmation nationale. Les musées s'appellent d'ailleurs souvent, en France on parle de la réunion des musées nationaux, les musées britanniques s'appellent National Gallery, les musées allemands National Gallery. Donc leur titre même affirme leur appartenance nationale et on s'aperçoit souvent que derrière cette affirmation nationale, il y a des pratiques qui sont absolument transnationales. C'est-à-dire qu'on emprunte aux uns et aux autres pour faire un musée national, mais qu'en réalité, au niveau des pratiques, on est dans un mélange, on importe des experts qui savent mieux faire telle et telle chose, on fait venir les mêmes œuvres que dans tel autre musée par esprit de concurrence, mais cet esprit de concurrence et d'émulation entre les musées fait qu'à la fin, ils se ressemblent beaucoup et ils ont ce caractère commun qui nous intéresse. Alors je vous donne quelques exemples pour chacune des bulles, et ces bulles, je les ai mises comme ça, un peu de manière comme des stickers, pour que vous les reteniez, parce que ce seront les 5 questions qui structureront tous les cours par la suite, ou en tout cas qu'il faudra qu'on ait à l'esprit. Sur les objets qui ont rejoint nos musées depuis que les musées existent, et en particulier au XIXe siècle, sont des objets venus du monde entier. Je vous montre ici, un peu à titre, d'abord parce que c'est d'actualité, une photographie prise dans une exposition qui a lieu en ce moment à Berlin au Bode Museum, qui intitulée Incomparable, qui a fait l'expérience de montrer des œuvres du département africain du musée d'ethnologie de Berlin, qui est actuellement fermé, puisqu'il va réouvrir à l'automne 2019. Et pendant qu'il est fermé, les œuvres, comme ce fétiche à clous venant de l'actuel Congo et qui a été créé probablement au XIXe siècle, donc des œuvres du département africain du musée d'ethnologie de Berlin, sont mêlées à de la sculpture médiévale qui est généralement présentée au Bode Museum. Et vous voyez en arrière-plan, enfin on le devine plus qu'on ne le voit, le retable de Zamser du XVe siècle, une œuvre du sud de l'Allemagne du Tyrol. Ces œuvres donc sont venues à nous et se retrouvent dans nos musées, qu'elles soient des œuvres extra-européennes ou des œuvres européennes. La circulation des œuvres européennes, par exemple la venue d'œuvres italiennes, de tableaux italiens dans les collections françaises, dans les collections allemandes, dans les collections du nord de l'Europe dès le XVIIIe siècle, ou même avant en fait, dès la Renaissance, est un phénomène qui porte les musées. Ici, je vous montre simplement, pour essayer de mettre en lien justement ces œuvres extra-européennes et les œuvres européennes, un extrait du texte que j'évoquais tout à l'heure d'Yves Bonnefoy sur la peinture et le lieu, où Yves Bonnefoy, dans le recueil L'improbable et autres essais, explique qu'il aime beaucoup, j'aime, qu'on me pardonne. Retrouver Véronèse à Londres, où tel Botticelli infiniment vif, tout vibrant, derrière la brique rouge et les colonnes de bois si belles, peintes en blanc, de la Nouvelle-Angleterre, et Piero della Francesca toujours dans un grand mausolée de marbre aux confins du Massachusetts et du Vermont. Entre l'œuvre et le lieu, j'aime que les liens se distendent. Et ça, c'est une phrase qui va nous porter, qui va tenter de nous porter pendant toutes les séances de ce cours, avec l'idée que les œuvres créent un nouveau lien avec le lieu où elles sont envoyées, où elles sont, certains disent en exil, on peut dire où elles ont été apportées, où le cours de l'histoire les a menées. Et donc cette question de la distension entre le lieu d'origine de l'œuvre et son lieu d'arrivée, et puis souvent les musées sont le dernier lieu d'une œuvre, puisqu'avec le principe d'inaliénabilité, quand une œuvre a circulé pendant plusieurs siècles ou plusieurs décennies sur le marché et qu'elle arrive au musée, on peut penser qu'elle n'en bougera plus. Ce nouveau lien fait partie de cette question de la transnationalité des musées et qui nous intéresse. Je vous ai montré ici, plus à titre anecdotique qu'autre chose, la salle, je vous la montre ici, les 2 salles de l'école vénitienne à la National Gallery à Londres, où Bonnefoy, manifestement, aimait aller voir Véronèse, peut-être plus qu'à Venise même, et peut-être justement parce que ce dépaysement lui fait sentir autrement la qualité de ses œuvres italiennes.
J'évoquais tout à l'heure l'Égypte, là encore, c'est un exemple d'ensemble patrimoniaux que l'on retrouve dans tous les grands musées européens. Vous voyez ici la première grande salle égyptienne du British Museum avec la pierre de Rosette, qui a vraiment un destin transnational, puisqu'elle aurait pu, comme vous le savez, être chez nous, mais elle a été recapturée, ou capturée, comme le disent les Anglais, en 1803 et emportée à Londres en 1803 et déposée au British Museum. On trouve des collections égyptiennes considérables au musée de Turin, par exemple, dont vous voyez ici la nouvelle muséographie, ou encore, ce sont simplement des exemples pour lancer le cours, ou encore à Berlin, au Neues Museum, réouvert il y a quelques années, ici dans une des salles consacrée à la sculpture dite d'Amarna, de la période d'Amarna. Donc on a des ensembles patrimoniaux, des ensembles artistiques qu'on retrouve dans beaucoup de villes du monde et en tout cas d'Europe. Ce qui crée un lien d'abord entre tous ces musées et qui leur donne leur caractère le plus banalement international et transnational en quelque sorte. Maintenant, ça c'est la question des objets et de la constitution des collections. L'autre point que j'évoquais tout à l'heure, c'est la migration d'idées et de modèles muséologiques ou architecturaux même à l'intérieur de l'Europe, ou la circulation de ces idées. J'avais tout à l'heure montré ces façades qui se ressemblent donc beaucoup, qui s'inspirent de l'architecture grecque et qui donc vont bien avec le nom de musée pour abriter des collections différentes. La National Gallery ici à Berlin abrite des collections de peinture. Le British Museum est une collection universelle. Le musée d'archéologie d'Istanbul est un musée archéologique. À Athènes, c'est aussi un musée, le musée national d'Athènes, un musée d'archéologie. Le Prado est un musée de peinture, etc. Donc, leur contenu est différent, mais leur aspect est celui de temple de l'art, en quelque sorte. Et ce n'est pas étonnant quand on se penche un peu sur la biographie de certains de leurs architectes. Je vous en montre 4, ils sont tous allemands. J'ai voulu faire un focus, éclairer simplement le cas allemand, mais on pourrait prendre 4 anglais ou 4 français. Voilà, les anglais, les français, peut-être quelques italiens. En tout cas, les français, les anglais et les allemands sont les grands architectes de musées au XIXe siècle. Vous voyez ici Leo von Klenze, à qui l'on doit la Glyptothèque et la Pinakothèque à Munich, et puis aussi le Nouvel Ermitage à Saint-Pétersbourg, par exemple. Vous voyez de l'autre côté Ludwig Lange, qui est l'auteur du musée d'Athènes et du musée des Beaux-Arts de Leipzig, en Allemagne. Vous voyez ici, à gauche, Gottfried Semper, qui a construit les 2 grands musées de Vienne, le Kunsthistorisches Museum, donc le musée des Beaux-Arts, et le Naturhistorisches Museum, juste en face, c'est-à-dire le musée d'histoire naturelle. Et de l'autre côté, à droite, August Friedrich Thüler, qui est par exemple l'auteur du Neues Museum à Berlin et du Musée national à Stockholm. Donc, puisque ce sont des architectes qui se partagent en fait le marché, c'est un petit nombre d'architectes qui se partagent le marché de la construction de musées au XIXe siècle, ce n'est pas, et qui circulent beaucoup. Là, vous voyez des circuits que j'ai dessinés à main levée sans les avoir vérifiés, mais ce sont tous les 4, et en général ces architectes de musées du XIXe siècle, des personnes, des experts qui circulent considérablement et qui tiennent des journaux et dont on sait ce qu'ils ont vu et comment ils sont appelés d'un endroit à l'autre pour travailler. Donc on a ici une homogénéité dans la construction de grands musées au XIXe siècle. Homogénéité qu'on a constatée tout à l'heure à l'extérieur, mais qui marche exactement pareil à l'intérieur. Tout le monde se souvient, ou peut-être vous souvenez-vous, alors on en voit de moins en moins, mais de ces canapés ronds, ou en général en velours rouge, qu'on trouve dans les musées. Vous voyez ici, à gauche, le Kunsthistorisches Museum de Vienne, et à droite, le musée de Stockholm. On aurait pu ici mettre des photos probablement du Louvre au début du XIXe siècle, en tout cas des musées de Dresde, des musées de Berlin. Voilà ce canapé au milieu. On a vraiment l'impression que ça fait partie pratiquement de l'ADN des musées. Et là encore, ça crée une parenté entre ces institutions qui n'est pas une parenté de hasard, qui est due à la circulation de ces experts et de ces personnes. La même chose vaut par exemple pour les catalogues qui sont tous à un certain moment, qui suivent tous
en Europe les mêmes modèles. Je vous montre ici, je me suis amusée un peu, mais il se trouve qu'ils ont vraiment presque tous même le même graphisme. La galerie illustrée de Florence, le musée royal de Suède, les tableaux exposés à Rouen. Alors on est dans des configurations, ça se ressemble, ça a à peu près le même format, ça marche pareil. Dès que certains de ces catalogues ont des illustrations, dès qu'il y en a un qui a une illustration, on voit que dans les années qui suivent, les autres se mettent à avoir des illustrations. Enfin, là, on voit aussi une grande circulation des savoir-faire et des pratiques muséales pour des musées qui s'affirment comme des institutions nationales. On peut continuer ça alors vraiment en Angleterre, dans le domaine allemand. Ici même, vous voyez la Gemälde, la collection de peintures de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, écrite en allemand par le directeur du musée de Berlin, Wagner, car souvent, ce sont même les directeurs de certains musées qui sont appelés par d'autres musées pour faire les catalogues, parce qu'ils l'ont fait une fois et parce qu'ils savent comment on fait. Donc il y a une très très grande circulation d'architectes et d'experts, circulation qui va même, dans certains cas, jusqu'à certaines formes d'espionnage, ce qu'on pourrait appeler de l'espionnage muséologique. Et c'est notamment frappant après 1870-1871, quand les Français ont l'impression qu'en allant imiter les Allemands, ils pourront se renforcer et améliorer leurs institutions publiques. On voit par exemple ce texte de l'historien de l'art Émile Michel, qui est un très long texte paru en 3 livraisons de 20 pages, donc un texte de 80 pages, qui, paru dans la Revue des Deux Mondes dans les années 1880, si je ne me trompe pas, 1882, qui vraiment fait une description des musées de Berlin, qui n'est pas une description artistique. Il n'est pas du tout question ici des œuvres d'art que l'on peut voir à Berlin, etc., mais vraiment de l'administration, des ateliers de photographie, de la manière dont sont faits les catalogues, du niveau des conservateurs, des examens qu'on leur fait passer, etc. Donc il y a une réelle, j'appelle ça de l'espionnage parce que parfois c'est pas publié, parfois des directeurs de musées font simplement des tournées pour voir comment ça se passe ailleurs, et en observant les autres, ils réimportent de manière plus ou moins explicite certains modèles qui marchent bien dans leur propre pays. La présence d'objets qui sont un peu les mêmes et qui sont d'origine semblable dans les musées, cette migration, circulation d'experts, de directeurs de musées et d'architectes, et donc de modèles muséographiques. Maintenant, ces modes d'acquisition partagés. Je l'évoquais tout à l'heure, pendant toute une période de l'histoire, au XVIIIe siècle et encore au début du XIXe siècle, une partie des œuvres qui sont ôtées, enlevées de leur lieu d'origine le sont à l'initiative souvent de diplomates. Vous voyez ici la descente des métopes du Parthénon autour de 1800, qui a été organisée et financée par Lord Elgin, un diplomate qui ensuite a fait envoyer ces métopes et les frises du Parthénon, qui étaient en partie au sol, mais encore en partie sur le monument, les a fait envoyer à Londres à ses propres frais, puis les a vendus à l'État britannique. Mais évidemment, la présence de fragments du Parthénon n'est pas réservée au British Museum. Ils en ont beaucoup, mais d'autres musées en Europe en ont aussi. Et là, c'est lié au fait que pendant longtemps, simplement, comme les règlements, il n'y avait pas de règlement pour l'exportation des antiquités, les différents pays d'Europe, en fonction de leurs moyens et de l'initiative des uns et des autres, se sont servis. Donc ça, c'est quelque chose qui crée une origine commune aux collections. Autre raison pour laquelle on retrouve, par exemple, des collections égyptiennes de manière aussi considérable et de manière aussi bien homogènement répartie dans les musées européens, c'est qu'à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ont été mis en place des systèmes de concession et d'autorisation de fouilles. Je vous montre ici une carte qui représente le partage du site d'Amarna entre, en bleu, ce qu'ont les Allemands, la concession des Allemands de Berlin qui fouillaient là, et en rouge, assurer ce que les Français aimeraient avoir. Alors vous voyez la zone de conflit. Là, c'est un document d'archives, donc, où on voit vraiment de manière très plastique comment l'espace égyptien est partagé de manière, même si l'Égypte n'est ni une colonie française ni une colonie allemande, mais est partagée de manière
elle est sous protectorat britannique et partagée de manière systématique entre les uns et les autres. Et ce qui va être trouvé ensuite dans le sol dépend de ces concessions et va se retrouver soit au musée de Berlin, soit au Louvre ou dans d'autres cas, dans d'autres concessions. Et ce genre de documents, vous en trouvez un très très grand nombre dans les archives, le partage. Et ce partage fait que les œuvres, quand elles arrivent, elles sont réparties nationalement alors qu'elles viennent d'un lieu unique. Autre raison pour lesquelles ces collections dans l'Europe entière ont une parenté très forte, et donc les musées qui les abritent aussi, est liée au fait que, outre les fouilles archéologiques ou les missions ethnologiques, beaucoup d'œuvres évidemment ont été acquises sur le marché de l'art. Je vous montre ici sur le marché de l'art ou des objets ethnologiques dans le cas que je vous montre ici. Il s'agit d'une facture établie par le JFG Umlaufmuseum. Ça s'appelle musée, mais c'est en fait un grand industriel de Hambourg, en Allemagne, qui faisait, à chaque arrivée de bateau à Hambourg, faisait ramener des objets du monde entier, les installait dans ce qu'il appelait son musée, qui était une sorte d'entrepôt amélioré, et a vendu ensuite, pendant des années, en très grande quantité, des œuvres d'art à différents musées d'Europe. Ici, il s'agit d'une facture pour le Museum für Volkskunde, pour le musée d'ethnologie. Mais d'autres musées, anglais notamment, se sont approvisionnés chez Umlauf. Donc là encore, on a des origines communes liées au marché de l'art. Ici, il s'agit des œuvres non européennes. Un autre exemple pour ce qui concerne les arts asiatiques est celui de ventes aux enchères qui ont pu avoir lieu, par exemple, chez Drouot en France, mais aussi dans les grandes maisons en Angleterre. Ici, vous voyez un catalogue des objets d'art de la Chine, prix provenant du palais d'été, c'est-à-dire le palais d'été qui avait été pillé pendant la Seconde Guerre de l'opium par les troupes britanniques et françaises. Et les objets, une fois revenus en France dans les sacs et les valises des officiers, en France et en Grande-Bretagne, ont été vendus. Et au moment de ces ventes, d'autres pays, comme l'Allemagne notamment, qui n'était pas présente sur place, s'est approvisionné. Et c'est pour ça qu'on trouve aussi des œuvres de cette provenance-là dans les musées allemands, par exemple. Donc une très grande homogénéité de ce qu'on appelle les provenances, des sources, et de la manière dont ces musées se sont procurés leurs collections et les ont augmentées au cours du XIXe siècle. Cela vaut évidemment, bien sûr, plutôt. Pour le moment, je vous montre principalement des exemples du XIXe siècle parce qu'ils ont l'avantage d'être bien documentés par des photographies, mais ne vous inquiétez pas, on retournera au XVIIIe siècle et on s'arrangera avec d'autres types de documents. Mais évidemment, ce marché de l'art joue un rôle central aussi pour la constitution des grandes galeries de peinture. Je vous montre ici le catalogue du célèbre cabinet, de la vente du célèbre cabinet du baron d'Holbach, qui a été vendu à Paris en 1789 et où se sont approvisionnées aussi de très grandes collections, y compris les collections, par exemple la tsar, l'impératrice de Russie, pour former ses propres collections. En tout cas, la Russie est là aussi active sur le marché de l'art européen, et c'est pour ça que les collections, notamment de Saint-Pétersbourg, ressemblent par leur formation, par leur origine aussi, à nos collections d'Europe occidentale. Quatrième point, les crises. Les moments de crise, j'évoquais tout à l'heure les crises économiques. Je vous montre ici une caricature sur laquelle on s'arrêtera pendant une séance, et sur ce qu'elle représente et sur le contexte qui l'a vu naître, qui représente donc une personnification de l'Amérique avec un aimant en forme de dollar. Et vous voyez ici l'océan Atlantique, et avec son gros aimant en forme de dollar, l'Amérique attire toutes les œuvres d'art de l'Europe. On est dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, quand, à cause de la crise économique, à cause aussi de la perte de puissance politique de l'Europe, et parce que, notamment dans le cas allemand et autrichien, les monarchies n'existent plus, puisque des républiques ont été installées à la place de monarchies, se retrouvent beaucoup d'œuvres d'art sur le marché, et c'est le plus puissant économiquement à ce moment-là, les États-Unis, qui attire ces œuvres, qui donc échappent aux musées. Les musées vendent d'ailleurs à cette époque-là aussi des œuvres qui échappent aux musées et qui vont inciter plusieurs gouvernements en Europe à créer des législations très restrictives pour empêcher que les œuvres d'art partent
aux États-Unis. Donc là, on a aussi, dans ces musées qui se sont affirmés comme des institutions nationales, des réflexes semblables au moment, par exemple, après la Première Guerre mondiale, de protection du patrimoine qu'on peut comparer et mettre en relation, puisque les uns et les autres s'inspirent mutuellement. Autre moment intéressant dans l'histoire de ces musées, c'est par exemple la Révolution russe. Au moment de la Révolution russe, les collections de l'Ermitage ont été en partie, et de l'aristocratie russe, ont été en partie vendues sur le marché de l'art, et en particulier à Berlin, puisque Berlin était la première ville où un marché de l'art important existait en venant de Russie. Et en 1928 ont eu lieu un très grand nombre de ce qu'on a appelé en Allemagne les Russenauktionen, c'est-à-dire les ventes aux enchères russes, chez la maison Lemke. Je vous ai apporté ici la couverture d'un de ces catalogues, Kunstwerke aus den Beständen Leningrader Museen und Schlösser. Donc c'est des œuvres d'art venant des musées et des châteaux de Leningrad, de l'Ermitage, du Palais Michailov et de Gatchina, UA et autres, que la maison Lepke de Berlin, Berlin-Ouest, vend im Auftrag der Handelsvertretung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. C'est-à-dire que l'URSS a donné la mission à cette maison Lepke de vendre ce qui avait été confisqué en Russie à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, vous imaginez bien qu'en 1928, tous les musées d'Europe sont chez Lepke. Il y a eu plusieurs de ces Russenauktionen et s'approvisionnent, récupèrent en quelque sorte ce qui était parti au XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle dans les collections russes, qui revient dans les collections en partie d'Europe et qui part en grande quantité aussi aux États-Unis. Donc là, on a vraiment des histoires communes qui impliquent l'Europe et qui, après la Première Guerre mondiale, impliquent aussi considérablement les États-Unis. Et puis encore un sujet lié à une situation de guerre, celle-là, et de l'occupation de la France notamment. Vous voyez ici une vente aux enchères menée à Paris en 1940, et dans le cadre de laquelle plusieurs œuvres vendues étaient des œuvres issues des spoliations faites aux familles juives. Et comme vous le savez bien, le marché de l'art, comme toujours, le marché de l'art se porte très bien en temps de guerre, et en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant l'occupation de Paris, le très grand nombre d'œuvres mises sur le marché par les effets de la persécution des familles juives ont permis à un très grand nombre de musées d'Europe, des musées allemands, mais pas seulement des musées allemands, et probablement aussi certains musées français, d'enrichir à nouveau leur collection en profitant de ce marché florissant aux dépens des familles qui ont été persécutées ou qui ont été assassinées. Donc là encore, un grand moment pour les musées, pour l'histoire des collections des musées, en tout cas du point de vue allemand, un moment essentiel, puisqu'ils se sont considérablement enrichis, mais pas seulement eux, un moment qu'on connaît encore trop peu dans notre histoire et sur lequel il me semble important aussi de revenir. Dernier point, les rhétoriques nationales qui cachent en quelque sorte ou qui servent de masque à des pratiques beaucoup plus transnationales et internationales. Je vous montre juste un exemple pour essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. C'est un phénomène, un mécanisme qu'on retrouvera toujours, souvent, enfin, dès le début du XIXe siècle, mais qui est particulièrement net ici. Je vous montre une carte postale publiée à Berlin après la guerre de 70-71, donc lorsque le Reich allemand s'est formé après la guerre contre la France. Et vous voyez ici donc des armures, une carte postale militaire, martiale, et ici au centre, une représentation, un dessin qui représente la Neue Nationalgalerie, la Nationalgalerie, qui s'appelle aujourd'hui l'ancienne Nationalgalerie, mais qui était le premier musée créé pour le Reich réunifié, ouvert en 1874. On voit bien que ce musée, cette Nationalgalerie, au fronton de laquelle était écrit « dédié à l'art allemand », que cette Nationalgalerie est mise en lien avec la victoire militaire contre la France, ou en tout cas, elle est mise en lien avec des événements militaires. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir qu'en réalité, très vite, cette Nationalgalerie va être le premier musée d'Europe qui accueille les impressionnistes français. Vous voyez ici le jardin d'hiver de Manet, qui est la première œuvre qui a été acquise par un musée auprès de peintres impressionnistes en 1871.
1996. Aucun musée français n'avait encore acheté de Manet ou de Monet ou d'œuvres impressionnistes. Et les Allemands, dans leur National Gallery, et leur directeur Hugo Tschudi en particulier, sont les premiers à installer de l'art français dans leur musée dédié à l'art allemand. Donc on a des contradictions comme ça, qui d'ailleurs, pour ce directeur de musée, se sont mal finies. Il a été chassé de son poste. Mais en tout cas, pendant quelques années, il se trouve des moments où ces choses sont possibles et on trouve un très grand nombre d'autres exemples du même genre. J'en arrive au troisième volet qui est court et qui s'intitule « Les temps du musée ». Donc pour le moment, on a évoqué d'abord le musée, l'institution muséale comme une idée européenne qui s'est exportée, c'était le premier point. Le second s'est porté sur la question de pourquoi faire une histoire transnationale, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça nous apporte. Ça nous apporte la conscience d'être face à une institution qui est sans doute plus européenne que nationale, et ça nous donne donc une meilleure vue sur l'homogénéité de ces collections. Et puis maintenant, j'en arrive à la question des temps du musée. J'en ai besoin avec vous aujourd'hui dans cette séance introductive parce que ensuite nos cours je vais les mener de manière chronologique, c'est-à-dire qu'on va traverser le temps et c'est pour ça que j'ai besoin et qu'on ne va pas traverser des thèmes comme ceux que j'ai montrés, mais on va le faire de manière chronologique. C'est pour ça que j'ai besoin ici d'évoquer un instant cette question. La question du temps est une question absolument centrale dans le musée. On pourrait presque dire que les musées sont des machines à temps. Des machines peut-être pas forcément à remonter le temps, mais en tout cas, c'est des machines où le temps joue un rôle central. Je vous montre ici un tableau de 1947 qui a été peint par un peintre dont le prénom est Georges Paul et le nom de famille Leroux, Georges Paul Leroux, un petit tableau peint en 1947 après la réouverture du Louvre, après la Seconde Guerre mondiale. Et j'aime bien ce tableau parce qu'il me permet, je crois, de bien montrer comment les temps du musée agissent. On y voit d'abord des œuvres d'art qui, chacune, viennent d'une époque différente et les musées sont un lieu où le temps des objets est un temps très hétérogène. On a des objets extrêmement anciens qui peuvent être des objets égyptiens, on peut aller jusqu'à l'art contemporain et cette différente temporalité des objets, c'est ce que je propose d'appeler le premier temps des musées. C'est pour ça qu'on va au musée, pour aller à la rencontre de ce temps des objets, ce temps si différent. Et puis, il y a l'autre temps du musée, donc ça c'est le temps des objets, le premier. L'autre temps du musée est, à mon avis, l'un des autres temps. On pourrait en trouver beaucoup, on pourrait en trouver un grand nombre, je me limite à 3 temps qui me paraissent importants pour notre sujet. L'autre temps du musée, c'est le temps des visiteurs, votre temps, notre temps. Quand on va au musée, on y va d'abord avec son temps individuel, on les voit ici, ils sont soit jeunes, soit plus âgés. Peut-être qu'ils viennent au Louvre pour la première fois, puisqu'on est en 1947, et que le musée vient de réouvrir, et cette petite fille-là, peut-être, n'a pas beaucoup plus que 7 ans. Elle est peut-être pour la première fois au musée, elle n'est pas spécialement attentive. D'autres reviennent plus âgés avec l'idée de retrouver un musée. Donc le temps individuel compte. Ensuite, c'est le temps qu'on a à passer dans le musée. Et puis, c'est aussi le temps collectif. En 1947, ici, on va différemment au musée, probablement, on va différemment au Louvre qu'on y serait allé 10 ans plus tôt ou qu'on ira 20 ans plus tard. Donc, il y a toujours une interaction entre, quand on va au musée, et c'est pour ça qu'on y va, entre soi, avec son temps individuel, jeune femme, femme âgée, peut-être une personne très âgée qui se dit qu'elle va pour la dernière fois au musée, ou quelqu'un qui pour la première fois amène un petit enfant et essaye de lui expliquer. Voilà. Donc on a un autre rapport au musée individuel et on va au contact avec des œuvres plus ou moins anciennes. Et si tout se passe bien, le temps des objets et le temps des personnes, qui est toujours varié, se mettent ensemble et provoquent des choses qui sont des fécondations esthétiques ou des moments d'émotion esthétique qui sont le but du musée. Quand il se passe ça, c'est que ça a marché. Le tout meilleur exemple pour cette rencontre entre le temps des objets et les temps du musée, c'est sans doute la rencontre de Rainer Maria Rilke en 1908 avec ce torse archaïque alors présenté au Louvre. Je vous montre ici une reproduction de 1926, donc à peu près de l'état dans lequel Rainer Maria Rilke a pu voir ce torse. Et Rilke, qui est lui-même un jeune homme, il habite à cette époque, enfin il travaille auprès de Rodin, on est en 1908, voit ce buste et écrit
comme vous le savez, le célèbre poème sur le torse archaïque d'Apollon qui finit par « Il n'existe point dans ce torse d'endroit qui ne te voit, point, il faut changer ta vie. Du musst dein Leben ändern. » Alors là, c'est vraiment le moment où, au musée, se passe quelque chose entre une œuvre très ancienne et un jeune homme qui ont un moment qui change la vie du jeune homme. Donc le musée intervient dans la biographie, pratiquement, l'œuvre intervient dans la biographie du jeune homme. Quand ces deux temps se mettent ensemble, c'est quelque chose à marcher au musée. C'est pour ça qu'on a des musées, on pourrait multiplier les exemples, bien sûr, de fécondation. Et si on n'avait pas ces fécondations, on n'aurait probablement pas non plus de légitimation, de légitimité pour les musées. C'est pour ça qu'on y va, c'est ce qu'on cherche quand on va au musée, c'est ce que les musées espèrent provoquer. Mais il existe un troisième temps aussi dans les musées, un temps que j'aime bien appeler le temps invisible. C'est ce temps que j'ai évoqué précédemment, le temps, l'époque, le moment où les œuvres sont venues dans ces musées. Vous savez, des œuvres égyptiennes du 2e millénaire, du 3e millénaire avant Jésus-Christ, qui ne sont arrivées qu'en 1912 ou 1911 dans nos musées. Et ce troisième temps-là, ce temps de la venue des objets, est extrêmement important pour comprendre ce que sont ces institutions qui, finalement, si on veut, le musée, sont des institutions stratifiées avec différentes époques de venue d'objets, et chaque époque a ses endroits privilégiés. L'art égyptien arrive plutôt à partir du 19e siècle, la peinture européenne circule principalement au 18e siècle, etc. Des moments qui sont liés aussi à l'histoire du goût. Et on peut dire, en quelque sorte, que, ou c'est ce que j'aimerais essayer de faire avec vous, que le musée est comme une grande stratigraphie, où on pourrait essayer d'écrire une stratigraphie des musées. Nous serions tout en haut avec Paul Valéry, et nous voyons cet héritage considérable. Alors, ceux qui sont là en haut ne sont pas du tout écrasés, contrairement à Valéry, par cet héritage. Il faudrait faire le dessin inverse pour montrer l'accablement de Paul Valéry. Mais en tout cas, on pourrait imaginer, en se calquant sur des démarches comme ça, géologiques, qu'on pourrait avoir les différentes époques de la constitution des musées européens. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous. J'annonce encore, dans les 3 minutes qui nous restent, le parcours ou les séances que j'imagine de suivre avec vous, le parcours que j'aimerais suivre, les étapes que j'aimerais suivre avec vous. Peut-être qu'il y aura quelques modifications, je ne suis pas encore tout à fait sûre de la fin, mais je vous les annonce comme ça, et puis si je modifie, je vous le dirai à temps. Donc la première séance, c'est celle d'aujourd'hui, l'introduction que nous avons passée. La deuxième serait consacrée au musée public d'avant la Révolution française en Europe au XVIIIe siècle. Je vous montre ici un ticket d'entrée pour le British Museum, qui est bien la preuve qu'il y avait une entrée, puisqu'il y a des tickets. Le British Museum est ouvert au public depuis 1753. Il y a un très grand nombre d'autres musées publics à ce moment-là. Et j'aimerais, donc, dans la première séance, être au XVIIIe siècle, au grand moment où les musées s'ouvrent au public avant la Révolution française, et voir avec vous comment le marché, les modèles muséographiques, les architectes, tout cela circule, les questions que j'ai posées tout à l'heure, sur le XVIIIe siècle. Puis la séance suivante, la troisième, serait consacrée à la Révolution française et vue de l'extérieur, en quelque sorte, pas une écriture de la fondation du musée central des arts et du musée Napoléon vue de l'intérieur de la France, mais vue d'Italie et d'Allemagne, puisque vous savez, notamment, ou des Pays-Bas, ou du Luxembourg, ou de l'actuelle Belgique, puisque tous ces pays ont été l'objet de ce qu'on appelle en France les conquêtes artistiques. Elles ont perdu des œuvres qui ont été rassemblées pendant une quinzaine d'années à Paris et qui ont ensuite été restituées, ce qui a provoqué une complète reconfiguration de la géographie culturelle et artistique en Europe. Cette reconfiguration serait l'objet de la 4e séance. Je vous montre ici la Glyptothèque de Munich, qui est un musée conçu à partir de 1814, puisqu'au moment où les œuvres qui avaient été concentrées à Paris ont été restituées à leur pays d'origine, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, quand ces œuvres sont retournées dans leur pays d'origine, elles ont donné lieu à de grandes réflexions sur le bon moyen de les présenter et à la fondation d'un grand nombre de musées. Donc la 4e séance serait consacrée à cette reconfiguration de la géographie culturelle en Europe. La 5e, je vous montre ici la notice des monuments exposés dans la salle des antiquités américaines, Mexique et Pérou, au musée du Louvre. Là, on est dans les années 1850 et partout
en Europe. Ces musées qui jusqu'alors avaient, s'ils présentaient de la sculpture, c'était de la sculpture antique principalement, et de la peinture de la Renaissance italienne et de la peinture flamande, s'ouvrent à des antiquités plus exotiques. Ici, donc le musée des antiquités américaines à Paris, mais on pourrait citer où je vais citer des établissements semblables dans le reste de l'Europe, donc c'est-à-dire l'ouverture très grande aux objets venus de l'extérieur de l'Europe. La 6e séance serait consacrée à la fin du XIXe siècle. Vous voyez ici un plan qui n'a pas été réalisé pour l'île des musées de Berlin, qui est traversée par la ligne de chemin de fer Paris-Moscou, qui est très formidable. Donc l'île des musées est effectivement a été construite après la ligne de chemin de fer, et l'idée c'était de mettre en lien ce musée, ce groupe de musées et la ligne de chemin de fer avec des fenêtres qui permettent de regarder quand on passe en train à l'intérieur des collections. Et on comprend très bien l'idée entre Paris et Moscou qu'a eu Berlin là dans les années 1880 de montrer sa puissance politique en permettant aux visiteurs, aux voyageurs, de regarder aussi comment était leur puissance symbolique, et notamment les collections d'antiquités venues de Pergame, puisque c'est lié à l'arrivée à Berlin des antiquités de Pergame, toutes ces constructions-là. Donc là, il s'agira de parler de la concurrence entre les nations européennes, la concurrence qui est une concurrence politique, mais qui passe par la construction de grands musées dans les capitales et l'élargissement du Louvre, du British Museum, etc. La 7e séance, j'aimerais la consacrer à la question de l'acquisition de biens coloniaux dans des contextes de guerre. Vous voyez ici une vente aux enchères. Il était habituel après, par exemple, après des pillages ou après la prise de villes ou de palais. Ici, on est à Burma. Donc les officiers, les soldats vendent aux enchères les œuvres trouvées. Donc tout ça était assez réglementé par la loi militaire, et ces œuvres vendues aux enchères sur place se retrouvent ensuite sur le marché. Donc on évoquerait le circuit qui fait que, par exemple, les œuvres du Palais d'été de Pékin se sont retrouvées au musée de Fontainebleau ou dans les collections du musée Guimet ou dans les collections de Berlin, de Londres, etc. Ce serait la 7e séance. J'aimerais consacrer la 8e séance au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à la fois à la manière dont l'Amérique attire des œuvres qui échappent au musée européen et à la question russe, c'est-à-dire aux ventes des collections russes par l'Union soviétique. Et puis pour la dernière séance, j'hésite encore un peu. Je vous montre ici une sorte de scène de double archéologie, puisqu'il s'est agi en 1945, dans Berlin bombardé, de retrouver les antiquités égyptiennes qui étaient sous les gravats. Donc ce serait la question de comment réagissent les musées à des très grands moments de crise ou de destruction de leur collection ou l'évacuation de leur collection, puisque dans tous les pays européens, des stratégies semblables ont été mises au point. Et je voudrais peut-être évoquer cette question-là dans la dernière séance, mais c'est peut-être pas assez joyeux, et j'aurai peut-être d'ici là une meilleure idée. Je vous remercie beaucoup de votre attention.